En juin 2022 a eu lieu à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier la conférence internationale Architecture et patrimoine contemporain, réhabilitation autour de la Méditerranée. Cette conférence a été enregistrée grâce au soutien de l'Union des architectes de Méditerranée, l'UMAR, de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, l'ENSAM, et des chercheurs et des intervenants. Vous allez retrouver ci-dessous l'ensemble des modules vidéo qui vont vous permettre d'accéder à la ressource de cette conférence. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer ma présentation, je voudrais tout d'abord commenter rapidement la notion de contemporanéité. Le philosophe Giorgio Agamben définit le contemporain comme étant celui qui ne coïncide pas parfaitement à son temps, ni n'adhère à ses prétentions. Celui qui ne se laisse pas aveugler par les lumières du siècle et parvient à saisir en elle la part de l'ombre. Si on suit Agamben, le regard que nous portons aujourd'hui sur le patrimoine architectural contemporain ne peut pas se contenter d'exalter les lumières de la modernité. Il doit également prendre en compte la part de l'ombre. Les drames qu'a connu la Méditerranée au XIXe et au XXe siècle, avec la colonisation, la décolonisation, qui souvent s'est faite dans la douleur, les chocs culturels, ce qu'a pu représenter l'irruption de la modernité dans des sociétés qui parfois l'ont rejetée, comme étant l'expression d'une dépossession violente, mais aussi qui, parfois et souvent, ont fini par la domestiquer. Mais avec toutes les contradictions de ce processus de domestication, la dialectique de l'appropriation et du rejet, mais aussi la dynamique de l'adaptation à l'évolution des sociétés. C'est le processus complexe, cette dynamique qui permet aujourd'hui de revaloriser le patrimoine architectural moderne et contemporain qui a été longtemps déconsidéré. En fait, il ne s'agit pas seulement, il ne s'agit pas tout court de réhabiliter de vieilles pierres ou de réhabiliter de vieilles structures en béton. Il s'agit de s'approprier ce patrimoine pour se lancer et pouvoir réagir aux défis d'aujourd'hui et aux grands défis d'aujourd'hui. Et ces grands défis, on les connaît. C'est l'environnement, c'est le développement durable, c'est l'évolution des usages et des pratiques. Je pense que, bon, cette petite introduction rapide pour introduire le sujet. Bon, maintenant, on va commencer avec la présentation en soi-même. Le lycée français de Beyrouth a été construit en 1962 par l'architecte français Michel Écochard. Ce lycée a joué un rôle essentiel pour l'évolution de l'architecture scolaire au Liban et constitue un repère important pour l'apport de la modernité architecturale dans les pays du Proche-Orient. Un peu oublié aujourd'hui, qui est Michel Écochard? Michel Écochard est un peu oublié aujourd'hui. Je sais que beaucoup de jeunes architectes, qu'ils soient français ou méditerranéens, ne le connaissent plus, ne connaissent plus ce nom. Ou alors ils connaissent le nom, mais ils ne savent pas très bien à quoi ce nom se rapporte. Michel Écochard occupe dans l'histoire une place centrale dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme en Méditerranée.
Il accompagne le passage de la colonisation à la mise en place des politiques d'aménagement du territoire dans les États nouvellement indépendants. Alors, Écochard était un architecte, c'était un urbaniste, c'était un archéologue. C'était un esprit curieux et ouvert, un homme de conviction qui se battra toute sa vie contre les conformismes et pour mettre en avant l'intérêt public face aux spéculateurs et aux compromissions des bureaucrates. Né à Paris en 1905, il entre à l'école des Beaux-Arts et en sort diplômé en 1931, avant de rejoindre Damas, où il est détaché en 1932 au service des antiquités de Syrie et du Liban, alors sous mandat français. À Damas, il découvre les monuments des Ayyoubides et des Mamelouks, dont, dit-il, il compare la simplicité à l'architecture de Bauhaus. Il participe à la restauration de certains monuments, dont la porte du temple de Bel à Palmyre. Il établit avec son collègue Claude Lecoeur une monographie des bains de Damas qui reste une référence jusqu'à nos jours. Il a été nommé directeur du service d'urbanisme en Syrie de 1940 à 1944. Il sillonne le pays au volant de sa moto ou en pilotant le petit biplan mis à sa disposition par le service des antiquités, et il établit les plans d'urbanisme des principales villes syriennes et de Beyrouth au début des années 40. Alors, moi, j'ai connu Écochard quand j'étais dans ma première jeunesse. Il me racontait qu'il avait découvert l'urbanisme à travers l'archéologie. C'est en prenant ce petit biplan, en allant regarder et chercher ou survoler les sites archéologiques, c'est en travaillant sur les bains de Damas, en travaillant sur l'implantation de ces bains par rapport aux affluents de la rivière Barada, qui est la rivière de Damas, qu'il a compris l'importance de l'urbain, l'importance du site, l'importance de la topographie, l'importance de l'urbanisme. Écochard part ensuite pour le Maroc, alors sous protectorat français. Il occupe de 1946 à 1953 le poste de directeur du service d'urbanisme. Il travaille en particulier à Casablanca, où il invente cette fameuse trame Écochard pour les logements populaires, qui continue jusqu'à aujourd'hui au Maroc à être connue. Ils parlent tous de la trame Écochard. En conflit avec les bureaucrates du protectorat, il démissionne de son poste et il ouvre en 1956 évidemment, une agence privée à Paris avec les jeunes architectes d'alors, Pierre Riboulet, Gérard Tournauer et Jean Reynaudy. Et là, il poursuit une carrière internationale. Il réalise les plans d'aménagement de Dakar, de Damas, de Beyrouth, de Tabriz, de Mached en Iran. Il réalise une nouvelle capitale pour le sultanat d'Oman et il conçoit plusieurs musées et de grands équipements scolaires et universitaires et hospitaliers en Afrique et au Proche-Orient. On peut dire qu'Écochard est un véritable architecte tiers-mondiste. Mais c'est à la Méditerranée qui restera le plus attaché. Il réalisera ses uniques contributions françaises en urbanisme avec le projet de la ZUP de Martigues et un schéma d'aménagement pour la Corse. Il a très peu construit en France. Il a juste construit le théâtre des Amandiers à Nanterre. Mais sinon, c'est tout. C'est essentiellement un architecte méditerranéen hors de France. Il a eu un apport important, si vous voulez, au niveau, à partir de 67-68, au niveau du débat architectural sur l'urbanisme en France. Il a eu une influence sur l'évolution, après 68, de la conception de l'urbanisme. On passe au Liban et aux réalisations scolaires. Alors, à la fin des années 50 et au début des années 60, il va réaliser un certain nombre de réalisations scolaires.
Le Collège protestant français de Beyrouth, 1954-1956, le lycée franco-libanais, 1959-1962, l'école des Sœurs de Charité de Tripoli, 62-65, l'école des Frères Maristes à Saïda, 65-67, et le Collège des Frères Maristes à Babda, 66-68. Donc, un grand nombre d'écoles. Et véritablement, ces écoles ont marqué ils ont eu une influence déterminante sur la jeune génération d'architectes libanais de l'époque. Une des choses importantes au Liban, c'est que Kochar a toujours travaillé avec des jeunes architectes libanais. Contrairement en Syrie, par exemple, où il travaillait un peu seul, il n'avait pas de collaborateurs syriens. Contrairement à d'autres pays où il a travaillé, au Pakistan, en Iran, etc. Au Liban, il a travaillé avec de jeunes architectes libanais. Et ça, bon, c'est peut-être des particularités libanaises. La collègue tunisienne tout à l'heure disait qu'il n'y avait pas d'école d'architecture à Tunis avant les années 60. Effectivement, au Liban, il y a eu des architectes qui ont, à partir du début du XXe siècle, qui ont fait leurs études aux États-Unis ou en France. Et il y a eu des architectes modernes, des architectes modernistes qui ont étudié chez Perret, qui ont étudié chez des architectes modernes français à partir des années 20. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a eu une tradition. Et puis la première école d'architecture au Liban a été créée en 1943. L'Académie libanaise des beaux-arts. Donc il y avait déjà une base avec laquelle Kochar a pu réagir. Alors, ce qui frappe dans ces réalisations, c'est un modernisme sans concession, mais qui accorde une attention particulière aux conditions locales, c'est-à-dire adaptation au site, orientation des bâtiments par rapport au vent dominant, ventilation naturelle, contrôle de l'ensoleillement, etc. Bon, le lycée français de Beyrouth arrive 11 ans, construit de 59 à 62. Le lycée français de Beyrouth constitue le deuxième ensemble réalisé après le collège protestant. Alors, il s'appelait au départ lycée français de Beyrouth, il deviendra plus tard le grand lycée franco-libanais. Alors, le terrain d'assiette est de forme rectangulaire, présente une pente du nord vers le sud. Les corps principaux des bâtiments sont constitués de deux barres est et ouest, reliées par des passerelles décoursives, couvertes sur lesquelles viennent se greffer des fonctions communes. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'en réalité, au nord, il y a la colline d'Achrafieh. Donc, en réalité, il se situe au bas des coteaux de cette colline et donne vers le fleuve de Beyrouth, au sud. Alors, au nord, dans la partie haute du terrain, peut-être que vous voyez la coupe, je ne suis pas sûr. Bon, dans la partie nord du terrain, il y a un bâtiment en R+2 où il y a les classes primaires et le jardin d'enfants, et au sud, un bâtiment en R+3 avec les classes secondaires. Ensuite, il y a un patio d'entrée à l'est avec les fonctions d'administration, etc. Bon. Là, il y a clairement une démarche assez forte d'organisation du site, avec également la tentative d'adapter les principes du mouvement moderne aux conditions climatiques des pays chauds. Il y a des coursives, toutes les classes ouvrent sur des coursives, il y a des préaux ouverts, il y a des balcons, etc. « 75-79, la guerre civile au Liban crée une situation très difficile du fait de la proximité de l'établissement avec la ligne de démarcation qui divise Beyrouth en deux. L'établissement subit de nombreux dégâts et la reconstruction se fait en urgence sans respecter l'esprit du projet d'origine. La part de l'ombre. Dans le même temps, l'établissement connaît une augmentation constante des effectifs et des besoins, en particulier après le retour de la paix civile. De 1200 élèves en 1962, il accueille en 2012 3250 élèves. Alors, il faut comprendre la situation au Liban et comment les choses ont évolué.
Au départ, ce lycée était un peu un lycée d'élite qui recevait des étudiants qui habitaient à Beyrouth même, je veux dire, dans le centre de Beyrouth. Et puis à l'époque, c'est vrai que la ville était petite. Les gens, bon, moi j'allais au lycée en tram. Il y avait le tram, j'allais au lycée en tram. Hein. Après la guerre, les choses ont complètement changé. D'abord, il n'y a plus de tram, il n'y a plus de transport en commun. Ensuite, le lycée commence à accueillir des populations qui viennent de régions éloignées, de la montagne, parce qu'il y a eu aussi une décentralisation avec la guerre, une décentralisation de Beyrouth vers les régions autour. Et donc, s'est posé le problème de comment fait-on. Un des gros problèmes qui s'est posé est celui, par exemple, des bus. Lorsqu'Ecochar a conçu son projet, il y avait 7 bus. Ça suffisait. En 2012, il y en avait 72. Et 72 bus installés dans la cour de l'école. On peut regarder comment on fait là. Comme ça, ouais. Voilà. Voilà comment les bus étaient installés. Les cours étaient occupés par des bus. Après, il y a eu des tentatives d'addition, voilà, les cours avec les bus. Et puis après, il y a eu des additions continues. Alors, si je me souviens, en 2005, j'étais venu avec un groupe d'architectes et pas seulement d'architectes, mais aussi de personnes intéressées au patrimoine français. Il y avait Béatrice de Durfort, qui était présidente de Patrimoine sans frontières. Il y avait Frédéric Edelman, qui était journaliste au Monde. Il y avait Francis Rambert, qui est maintenant à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et qui, à l'époque, s'occupait d'une revue qui s'appelait DA. On était venu à Beyrouth pour une question de... Il y avait la foire internationale de Tripoli de Niemeyer qui était menacée, et donc on était venu pour intervenir là-dessus. Et on avait vu le lycée, on avait été voir le proviseur en lui disant « Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et il n'avait rien compris. Il nous disait « Mais c'est qui ?» On lui a parlé d'Ecochar. « C'est qui Ecochar ?» Et puis, qu'est-ce que c'est la valeur de ces bâtiments? C'est des barres inintéressantes. Et moi, voilà, moi j'ai regardé ce que j'ai fait. Je suis en train de mettre partout... Aïe, excusez-moi. Je suis en train de mettre partout des tuiles pour humaniser un peu l'ensemble, etc. C'est vrai que c'était complètement aberrant. Bon. Alors, toute une série d'extensions aussi qui ne respectent ni la trame d'origine, ni l'orientation des bâtiments par rapport à l'ensoleillement et au vent dominant. Elles grignotent, morcellent les espaces publics, ferment les balcons et les coursives, désorganisent l'ensemble du site, au point de rendre méconnaissable le parti d'origine. Bon. Du fait de ces additions, l'ensemble est complètement déstructuré. On perd les qualités spatiales du projet d'Ecochar. On a des territoires fonctionnels mal définis. On a une gestion inefficace des espaces. On a un manque de lisibilité spéciale. Comme vous avez vu, le stationnement des bus encombre les espaces extérieurs, envahit l'espace des cours de récréation. Voilà. Bon. Tout se fait de manière anarchique sans respecter le vocabulaire d'origine. Bon. 2012, la mission laïque française lance un concours pour la réhabilitation des bâtiments existants et l'extension de l'établissement. Un projet global de restructuration de l'ensemble est envisagé pour répondre aux besoins, à l'évolution des besoins et des pratiques éducatives. Alors, on a parlé ce matin des programmistes. Il y avait un programme énorme, et comme souvent avec les programmistes, il y avait des plans guides. Et donc, dans ces plans guides, on proposait de démolir une partie de la barre, de l'immeuble d'Ecochar sud, hein, et de le remplacer par une grande barre transversale, complètement à l'opposé de la trame d'origine, donc perpendiculaire à la trame d'origine, avec un couloir central
et des chambres et des classes de part et d'autre. Alors que tout le concept d'Écochard, c'était d'avoir des classes orientées au sud et des coursives au nord avec une ventilation qui permettait le... Bon, très bien. Alors nous, évidemment, on n'a pas pris en compte ce projet, enfin cette proposition. Alors, il fallait, par contre, il y avait des contraintes. Il fallait réaliser les travaux en site occupé sans interrompre le fonctionnement de l'établissement. Il fallait remettre en norme les bâtiments existants, en particulier par rapport à la défense contre l'incendie, à l'accessibilité des personnes handicapées, à l'intégration de la qualité environnementale, etc., etc. Le concours est lancé à l'été 2012. Nous remportons le concours avec l'agence libanaise Urbi comme architecte sur site. Le marché est attribué et les études démarrent en 2013. Les extensions neuves sont réalisées en 4 tranches, de juillet 2013 à juillet 2016. Les bâtiments existants, la réhabilitation se fait également en 4 tranches. En gros, ça se termine en février 2018. En fait, ça ne se termine pas en février 2018 parce qu'en 2019, il y a l'explosion du 4 août qui détruit une partie des façades. Alors c'est assez drôle parce que l'explosion se situait au nord. Et entre l'explosion, entre le port et le lycée, il y a toute la colline d'Achrafieh. Donc normalement, ça n'aurait pas dû. Or, ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment une chose que, bon, l'explosion du 4 août, comment les ondes ont passé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier. Ça n'a rien à faire avec des explosions normales, ni même avec les séismes. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le souffle a passé du nord vers l'est à travers la rivière, le fleuve de Beyrouth, et est venu taper la façade sud de l'ensemble et a fait sauter énormément de façades. Il a donc fallu reprendre et retravailler dessus. Bon. Alors, rapidement, le programme. La réalisation s'est étalée sur 5 ans. Elle a permis de réhabiliter 15 000 m² de bâtiments existants, de réaliser 17 000 m² de construction neuve. Quand je dis 17 000 m², il y a 12 000 m² de parking de bus et de voitures en sous-sol. Donc, en fait, il n'y a que 5 000 m² de construction neuve ajoutée. Les travaux de réhabilitation ont concerné le réaménagement des espaces d'accueil, etc., etc., et le réaménagement de 4 000 m² de cours et de préaux. Alors, construction neuve, il y avait un parc de stationnement pour 72 bus et 220 voitures, et la construction d'un corps de bâtiment en R+3 pour l'enseignement du secondaire, un restaurant de 390 places et un amphithéâtre de 440 places. Il y a eu aussi un centre sportif, mais qui a été construit sur une parcelle attenante. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Au-delà d'une réhabilitation simple des bâtiments, il fallait essentiellement restructurer l'ensemble du site pour rééquilibrer les fonctionnalités d'ensemble, identifier clairement les différents territoires de vie de l'établissement, rationaliser les flux de circulation et de distribution. Il ne faut pas oublier qu'on était arrivé autour presque de 4 000 étudiants, 3 750 élèves. Donc 3 750 élèves, il faut savoir quand ils rentrent tous en même temps, qu'ils sortent tous en même temps, comment faire pour organiser les flux. Donc distribuer les flux, différencier les accès depuis les rues avoisinantes et surtout voir comment faire pour que les 220 bus et les 72 bus et les 220 voitures, comment les faire en souterrain, comment les faire accéder, parce qu'il ne s'agit pas de faire des escaliers, bon, voilà. Donc c'était un des problèmes. Après, il fallait renforcer les liens entre les différents secteurs de l'établissement, renforcer la lisibilité du projet et redonner une image cohérente. Alors, on verra tout à l'heure. Donc, le projet s'est inscrit dans la continuité de la démarche adoptée par Écochard en réponse aux données climatiques.
implantation est-ouest du bâtiment neuf, contrairement à ce qui était prévu par les programmistes qui voulaient mettre un bâtiment perpendiculaire. Orientation des locaux vers le sud et coursive ouverte avec des vasistas. Ça, c'était très important. Et dans les bâtiments existants, l'ancien proviseur avait fermé tous les vasistas. Il avait construit, il avait bouché par des murs. On a réouvert les vasistas pour essayer de recréer cette ventilation transversale. Alors, contrôle de l'apport solaire et ventilation naturelle. Alors, un certain nombre de solutions offertes par les techniques contemporaines ont permis d'assurer le respect des critères environnementaux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Ecochar a construit son bâtiment, le quartier n'était pas densifié. Donc, cette histoire de ventilation du sud au nord, au Liban, les vents dominants sont sud-nord. Donc, la ventilation naturelle se faisait de façon naturelle. Et puis, ça s'est tellement densifié que la ventilation devenait difficile. En plus du réchauffement climatique, s'est posé vraiment la question de comment faire. Donc, bon, tout de suite, on nous a dit, bon, écoutez, on va faire de la climatisation. C'est très simple. On va mettre des split systems dans les classes et puis c'est terminé. Bon. On a dit non, ça ne marche pas, ce n'est pas environnementalement correct. Donc on a travaillé un système plus complexe où il y a un système où d'abord on a fait une isolation thermique performante, des doubles murs en façade avec une isolation à l'intérieur et évidemment un vide, des menuiseries à rupture thermique, la récupération des eaux pluviales pour les chasses d'eau et pour l'arrosage. Ensuite, une pompe à chaleur, un système de climatisation et de chauffage central avec récupération de l'énergie, pompe à chaleur et récupération de l'énergie, gestion technique centralisée du chauffage et de la ventilation, capteur solaire pour la production d'eau chaude, éclairage par LED, etc., etc., etc. Alors, cette démarche a été assez adaptée au contexte libanais parce que, vous savez, au Liban, les réseaux publics de distribution électrique et d'eau sont catastrophiques. Et donc, ça a permis d'économiser l'énergie, d'amener, grâce à la récupération des eaux pluviales, d'amener la possibilité de gérer l'eau. Et ça a permis de respecter les critères de certification LEED Silver et l'obtention d'un prêt vert de la Banque du Liban à des taux très avantageux. Alors, une vue générale depuis le sud, on voit le bâtiment 9R+3 pour l'enseignement du secondaire, qui reprend l'orientation des bâtiments d'origine, le restaurant, derrière, donc en haut à gauche, l'amphithéâtre, la cour du secondaire, et derrière, les bâtiments réhabilités. Alors, regardez la densification du quartier environnement avec toutes les tours qui se sont créées tout autour. Bon, alors, il faut savoir que cette cour, il y a deux cours. Il y a la cour du secondaire ici, il y a la cour du complémentaire de l'autre côté, puis il y a les cours primaires, etc. Alors, on a travaillé les cours. Alors, bon, c'est important. Il a été demandé que les cours puissent être transformés en terrain de jeu. Donc, effectivement, là, on n'a pas les photos, mais on a installé des sortes de trucs pour le mini-foot, basket, etc., démontables pour qu'on puisse parfois les utiliser et parfois non. Alors, une autre vue des bâtiments neufs avec la passerelle à gauche, à droite, la passerelle qui assure la liaison entre les bâtiments neufs et l'existant. La cour centrale entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants. Et vous pouvez voir à droite en haut
la cour surbaissée qui assure la sortie depuis le sous-sol. Donc, au lieu de sortir avec des escaliers, on a créé une sorte d'atrium surbaissé. Et de cet atrium, on arrive à dégager le nombre de personnes. Voilà. Voilà à gauche, là-haut à gauche, la cour surbaissée qui permet de sortir. Bon, plusieurs images. Alors, intéressant. On a retrouvé quelques photos en couleur. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques photos en couleur où on a retrouvé la colorimétrie d'origine choisie par Écochard. Et donc, ça nous a permis de l'appliquer pour la réhabilitation des existants et pour les constructions neuves. Parce que quand on est arrivé, excusez-moi, c'était des couleurs cacadois, c'était gris et cacadois. En gros, c'est ce qu'ils avaient fait parce que ça ne salit pas, c'est facile, etc. Donc, on a essayé de retrouver les couleurs d'origine. Après, si vous regardez ici, on a essayé de retrouver le caractère d'origine avec, par exemple, on a supprimé les trucs en tuiles pour retrouver des passerelles en béton avec ce truc poteau métallique comme avait fait Écochard au départ. Conclusion. Bon. D'abord, essayer de préserver un des repères essentiels qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'architecture moderne au Liban. Mettre en valeur les qualités des constructions d'origine et réduire l'impact négatif des transformations ultérieures. Inscrire les extensions nouvelles dans la continuité de la démarche architecturale d'origine. Mais aussi inscrire tout ça dans une démarche globale, dans une stratégie environnementale cohérente qui répond aux grands défis contemporains relatifs au développement durable. Pour continuer, donc, quand on a terminé le projet du lycée, nous avons gagné un deuxième concours qui est celui de l'extension du Collège protestant français de Beyrouth, aussi fait par Écochard et Le Chœur, et nous l'avons livré en 2019. Merci. Bien, je ne vais pas tarder. Parfait. 20 minutes. Pile. Merci beaucoup, Jade, d'avoir tenu le timing. C'était une belle performance, très beau projet, très didactique dans sa présentation. Je pense on a vu cet après-midi, et ce n'est pas terminé, différents programmes qui vont nourrir aussi la réflexion sur la réhabilitation et de l'architecture moderne. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Klein. Merci. Oui, merci pour votre présentation. Vous avez dit plusieurs fois on a essayé. Je voudrais savoir si c'est par modestie ou si c'est parce que justement il y avait quelques difficultés à restituer certaines parties. Je veux parler notamment des portiques qui permettaient d'aller à pied sec dans les bâtiments et puis de la polychromie aussi. Oui, c'est vrai que l'histoire des portiques, ça n'a pas été très compris. Parce que ce soit, bon, mais pas seulement auprès, bon, j'ai parlé de l'ancien proviseur, mais même les parents d'élèves. Les parents d'élèves ne comprenaient pas, c'est très beau la tuile, pourquoi les briques, les tuiles là, c'est très joli, ça donne une couleur locale, pourquoi vous voulez les enlever? Alors il a fallu expliquer que ça n'avait rien à faire, que ce n'était pas de la couleur locale, que la tuile dans des bâtiments traditionnels libanais, en pierre, avec une couverture en tuile, ça a du sens. Mais que des bouts de tuiles mis n'importe comment, etc., ça n'avait pas de sens. Et qu'en réalité, il fallait revenir à quelque chose de plus simple, de plus en cohérence avec le langage. Autre problème très important, ça a été celui de la climatisation.
nous avons pris le parti de dire ce n'est pas de la climatisation, c'est du rafraîchissement. Et nous avons réglé la température à 21 degrés dans les classes occupées. Évidemment, ça a fait beaucoup de réactions auprès des parents d'élèves. Vous savez, au Liban, aujourd'hui, je ne sais pas si seulement au Liban, mais il y a le syndrome du Golfe, où les parents vont travailler dans le Golfe, où il faut avoir l'air conditionné au maximum, et ils ne comprennent pas qu'on puisse dire, ben non, au moment du printemps, au moment de l'automne, il n'y a pas d'air conditionné, il n'y a pas de chauffage, on ouvre les fenêtres, on ouvre les vasistas et on se contente de ventilation naturelle. C'est tout à fait possible, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de... Et quand on était, enfin, au mois de juillet, au mois de juin, une partie du mois de mai, si on a peut-être en septembre, si on a besoin de climatisation, ben on fait un peu de rafraîchissement. On n'a pas besoin de descendre une température à 18 degrés ou à 17 degrés. Donc on a fait tout un travail didactique. On a réuni les parents d'élèves, on a parlé avec les élèves eux-mêmes, en leur expliquant l'importance de l'environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement ? Comment travailler, comment vivre, comment se comporter avec l'environnement. Ça a été un travail intéressant. C'est pour ça que je dis on a essayé, parce que ça a été un processus complexe. Ça n'a pas été facile. Après, ce qui est aussi difficile, c'est que, bon, on n'a pas complètement terminé le projet. Il reste encore un bâtiment qui n'a pas été entièrement réhabilité, où il y a encore quelques tuiles qui existent. Normalement, on aurait dû le réhabiliter à partir de 2019. 2019, il y a eu la crise. Bon, tout ça est arrêté. Donc, il y a un bout de bâtiment qui n'est pas encore réhabilité. Bon, on va voir. Peut-être que ça se fera. Pas à mon époque, probablement, mais quelqu'un le fera un jour. Voilà. Oui, j'ai deux questions. La première, j'ai pas compris pourquoi il y avait 70 bus dans une cour. Donc voilà, parce que c'est pas pour les bâtiments, c'est pour beaucoup plus que ça. Et pas puis, du tout, pas du tout. Voilà. Les 70 bus, c'est pour les élèves de l'école. Ah d'accord. Donc en fait, les bus, ils viennent, ils se stationnent et ils ne bougent plus. Ce sont des bus qui appartiennent à l'établissement. Ils amènent les élèves le matin. D'accord. Ils les reprennent le soir. Et entre-temps, ils sont là. Ok. Bon. Et la deuxième question... Et en week-end, ils sont là. Et la nuit, ils sont là. D'accord. Bon. Et la deuxième question, c'était par rapport aux menuiseries. Donc les menuiseries d'époque, qui je suppose avaient été changées entre-temps. Quel a été votre travail par rapport aux menuiseries? Ah oui. Les menuiseries d'époque, c'était évidemment des menuiseries en acier qui ont été complètement transformées après la guerre. Ils ont mis des menuiseries en alu, mais alors de l'alu comme ça. Hein, bon. Nous, il a fallu qu'on mette des menuiseries en alu également, parce qu'en acier, ce n'était pas possible au niveau thermique. Donc on a mis des menuiseries à rupture thermique en aluminium, mais avec profil réduit. Vous savez, il y a ces nouveaux profils réduits. On a repris la couleur des menuiseries d'origine que Ecochar avait mise. C'était un gris anthracite. Et donc alors que les menuiseries qui avaient été mises, c'était blanc, on les a remplacées par du gris anthracite, comme Ecochar avait fait. Et on a surtout remis partout les vasistas. Ça, c'est très important, parce que c'est déjà l'écriture des cochards, et puis c'est la ventilation. C'est vrai qu'au Liban, enfin à Beyrouth, on peut de mars à mai, et septembre, peut-être pas, mais octobre, novembre, facilement, on n'a besoin ni d'air conditionné, ni de climatisation, ni de chauffage. Il suffit d'ouvrir les fenêtres pour avoir le... Voilà. Là,
Sorry. Je n'ai pas de questions, mais je voudrais seulement faire une remarque. On n'a pas de transport commun au Liban et le système au Liban n'existe pas comme en France. On choisit l'école parce qu'on aime l'école, même si on doit arriver de Baalbek ou d'une région très très lointaine. Ce n'est pas on ne choisit pas le quartier et puis l'école. On choisit l'école là où on habite. D'accord. Non, ce qui est important aussi, c'est que c'est un lycée français et c'est un lycée laïque. C'est-à-dire qu'en général, les écoles françaises ou autres, il y en a beaucoup qui sont religieuses. Et donc, il y a des choix aussi de gens qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles laïques. Et donc, ils le mettent au lycée français. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez traité les protections solaires des bâtiments? Et est-ce qu'une deuxième question, est-ce que vous avez traité la protection solaire des bâtiments? Oui. Voilà. Et deuxième question un peu parallèle, est-ce que vous avez envisagé de la surventilation nocturne, par exemple, pour refroidir les bâtiments? Oui. Alors, pour la protection solaire, on a retrouvé des croquis. Oui. Pour la protection solaire, on a retrouvé des croquis d'Écochard pour un autre bâtiment qui est le Collège protestant français, où il avait dessiné les brise-soleil au sud. Alors c'était assez drôle parce qu'à l'époque, il n'avait pas de programme donc tout ça a été fait sur un... Vous savez, il y avait tout un truc où on fait le calcul, etc. Et donc nous, on a fait, évidemment, on a mis les brise-soleil au sud, mais nous, on l'a fait très facilement avec un programme informatique. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on est arrivé pile au même résultat et aux mêmes dimensions. Donc ça a été fait. Pour la ventilation nocturne, en fait, bon, comme je vous ai dit, il y a cette ventilation naturelle qui passe. Et après, on a cette ventilation avec récupération d'énergie qui permet de travailler. Voilà ce qu'on a fait en général. Hein. Après, on a une bonne thermie, puisqu'on a une inertie thermique, puisqu'on a fait cette double... Enfin, dans les bâtiments neufs, on a mis le double mur avec l'isolant au milieu. Et évidemment, on a partout isolé les terrasses pour le... Bien, merci beaucoup. Je vous propose un